et tout, C'est etc. appelé juste avant. Et on a Maxence. Ah, Maxence les aussi. apparences. Voilà, MMA Story, c'est classe, les gars. Bonjour à tous et bienvenue dans MMA Story France, le MAG. Et oui, c'est le tout nouveau rendez-vous que je vous donne afin de mieux connaître les arts martiaux mixtes et promouvoir ce phénomène sportif qui s'étend de plus en plus. Pour les novices qui sont en découverte de ce sport ou pour les aficionados qui ne loupent pas une miette de l'actualité, MSF Le MAG sera votre nouvelle émission mensuelle. Avec moi, des spécialistes, des acteurs du milieu qui sont avant tout des passionnés et qui vont décortiquer, analyser, débattre sur les différents sujets que nous allons aborder. Tout d'abord, nous irons à la rencontre de Rémi Lancou, préparateur physique, qui est plutôt connu sous le nom de Rémi Physiosport. Il officie actuellement au Enerfight et collabore avec de nombreux combattants. Maxence Damarek, qui est chef d'entreprise, viendra nous parler de sa marque Knockout Foods, le complément alimentaire dont tout le monde parle. Nous reviendrons sur l'histoire du MMA et plus particulièrement sur la rivalité entre le JJB et la lutte à livrer. Et c'est notre historien Eduardo qui viendra nous en parler. Et pour terminer notre tour de table sur les thèmes du moment et autres rubriques que vous allez kiffer avec nos débatteurs hors pair. MMA Story France le MAG, c'est parti. Est-ce que vous connaissez, alors en termes de préparation physique, hein, j'imagine que vous y connaissez tous, n'est-ce pas Antoine? Oui, bien sûr. Surtout Antoine. Et si je vous dis Rémi Physiosport, ça vous parle? Ah, moi, ça me parle beaucoup. C'est lui qui s'occupe de la prépa à l'ANR. C'est lui qui a formé mes préparateurs physiques avec son diplôme, le PSC1. Et ouais, c'est le top, personnellement, de la prépa physique. Exactement. D'ailleurs, nous sommes allés à sa rencontre. Je vous laisse découvrir le reportage. Alors déjà bonjour et bienvenue à l'ANR. J'officie ici en tant que préparateur physique. Voilà, j'ai une double casquette, je suis à la fois kinésithérapeute du sport et préparateur physique. J'officie ici avec des combattants professionnels de MMA et de boxe notamment, et en parallèle de ça, je travaille dans le football avec l'équipe nationale d'Algérie. Voilà, dans les grandes ligues. Alors j'ai mis en place un programme qui s'appelle le Suivi Premium, c'est via une application sur téléphone. Et ça me permet de suivre des combattants en présentiel. Ils peuvent continuer à suivre ma programmation pour se préparer au combat quand je suis en déplacement à l'étranger par exemple. Et d'autres combattants qui ne sont pas de Paris par exemple peuvent suivre ma programmation à l'année. Donc j'ai des combattants de tout niveau, j'ai des combattants de grosses organisations mondiales comme l'UFC, le Bellator, le Brave, le Cage Warrior, etc. Et j'ai aussi plein de combattants amateurs, soit en MMA, en boxe, en grappling, voilà, tous les sports qui composent le MMA. Ouais, ça m'arrive régulièrement de me déplacer sur les events pour encadrer la partie coaching et même coacher parfois. Donc vous me retrouvez de temps en temps dans les coins voilà, de différentes organisations. Je me suis déplacé dans quasiment toutes les organes. Alors je fais uniquement du conseil en nutrition. Si mes athlètes peuvent être suivis par un nutritionniste du sport, c'est mieux. Mais en effet, j'ai du mal à dissocier la nutrition de la préparation physique de la kiné. Ce que j'essaye de proposer à mes athlètes, c'est l'approche la plus globale, la plus holistique possible en tout ce qui concerne la performance. Donc ça va de la préparation physique. L'idée, c'est d'optimiser toutes leurs qualités athlétiques nécessaires à la pratique du MMA, faire en sorte qu'ils récupèrent bien, qu'ils ne se blessent pas, ça c'est plutôt la casquette de kiné, et faire en sorte qu'ils soient in shape toute l'année, qu'ils récupèrent bien, ça passe aussi par le volet nutritionnel. Je pense que j'ai de la chance d'avoir quand même pas mal de visibilité, mais il y a énormément de mes confrères qui sont au moins aussi bons que moi. Franchement, c'est juste qu'on n'a pas tous la lumière sur nous. Voilà, donc ça c'est pour remettre un petit peu les choses à leur place. Je pense que ce qui fait un peu comment dire ça, mon unicité, c'est que j'ai plusieurs casquettes, c'est que je viens du monde du MMA, j'ai pratiqué pendant très longtemps, j'ai combattu en MMA. Voilà, du coup je suis vraiment dedans. Mais encore une fois, il y a plein de professionnels qui sont très compétents. On peut savoir le palmarès? En pro 2-1. Voilà, donc, et en amateur? Je sais pas, mais je fais beaucoup de combats et j'ai quasiment pas perdu en amateur. Avoir combattu en MMA, ça me permet deux choses. La première, la plus importante, ça me permet vraiment de comprendre les enjeux du MMA, notamment sur le plan athlétique. D'avoir pratiqué, à mon sens, il n'y a pas un meilleur outil pour comprendre les demandes énergétiques, athlétiques liées au sport et pouvoir proposer après du travail de qualité à mes athlètes. Et ensuite, on ne va pas se mentir, ça donne aussi une crédibilité. C'est-à-dire que les athlètes que je prends en charge savent de quoi savent que je sais de quoi je parle.
Alors j'ai créé le suivi premium il y a peut-être 5-6 ans maintenant déjà, qui ne s'appelait pas suivi premium au départ, mais qui s'appelait le suivi à distance. C'est venu de mes prises en charge que je faisais en individuel avec mes athlètes, soit en présentiel dans une structure dans laquelle je travaillais avant, soit mes athlètes en fin de réathlétisation, donc plutôt dans le cadre de la kinésithérapie, qui avaient peur de se retrouver tout seuls. Et donc je leur ai proposé au départ un suivi via un système de PDF que j'envoyais. Et ce suivi s'est progressivement modernisé. Maintenant j'ai une application qui s'appelle Suivi Premium et ça me permet de proposer donc une préparation physique à un grand nombre d'athlètes pour le MMA. Pour moi c'est super important que mes combattants soient prêts toute l'année. Ça permet, comme tu l'as dit, d'accepter un combat en short notice. Du coup moi ce que j'utilise en préparation physique c'est une planification de type ondulatoire. Donc on va développer toutes les qualités de force tout le temps, toute l'année avec des dominantes. Et ça me permet donc de pouvoir accepter des combats en short notice. Ça c'est super important. Et ce que je prône aussi c'est qu'ils fassent la même chose lors de leurs entraînements spécifiques en sport de combat. Pour moi, un des meilleurs exemples, c'est Morgan qui était là, avec qui je travaille. C'est les mecs qui s'entraînent toute l'année. Et en général, les plus gros progrès, on les fait vraiment à distance des échéances. C'est là qu'on peut boxer de la manière la plus libérée, qu'on peut apprendre de nouvelles choses, de nouveaux skills, etc. Donc pour moi, un athlète professionnel digne de ce nom, il se doit de s'entraîner toute l'année. Ouais. Après, le sport, ça peut aussi servir à juste se détendre, se faire plaisir. Moi, en tout cas, ce que je propose, c'est un vrai accompagnement pour la performance. Alors je voudrais qu'on puisse revenir sur cette fameuse date historique. Est-ce que vous avez trouvé, Antoine, Eduardo? Antoine, alors, voyons. Une date historique Pour le MMA français. pour le MMA français. Ah. Non, j'ai pas dû. Ça semble évident pourtant. Pour nous, ça. Bah, bien sûr, Eduardo, bien sûr. Le passage de grade de quoi? Mais Antoine, Qu'est-ce que c'est que le passage de grade? qu'est-ce que c'est que le passage de grade que nous avons mis en point en France? Oh là là, quel tollé général. Non. Bon. Mais ils en ont parlé quelque part de ça? J'ai pas vu d'infos passer. Hein. Sur Alors, Instagram de... Ouais, c'est. Sur ouais. Instagram de Ah ouais. Voilà, j'ai pas été voilà, passé. le French. de la FMMAF Voilà. également. Bon, alors, il y a plein de questions soulevées en même temps, etc. Donc on va essayer d'être un peu. On va faire par ordre. Le passage de grade. Pourquoi avoir fait un passage de grade en France pour le MMA? Pourquoi? Parce que on a une grosse base de combattants potentiels ou combattants amateurs. Et donc, on se veut de garantir un maximum de sécurité sur ces combattants et de ne pas faire du n'importe quoi avec tout simplement quelqu'un qui est amateur fort face à un amateur qui est complètement débutant. Pourquoi? Parce qu'on fait un sport tridimensionnel et dans ce sport tridimensionnel, on peut très bien avoir un amateur qui est très spécialiste dans quelque chose, en judo, en lutte, en boxe thaï, en boxe anglaise, en Viet Vo Dao, en lancer de fourchette peut-être, mais donc du coup il est spécialiste dans quelque chose. Et on peut avoir aussi un jeune athlète qui n'a lui aucun passé sportif et qui commence en MMA. Et peut-être qu'il a une qualité athlétique, technique qui fait qu'il peut très vite accéder à de la compétition. Mais on est bien d'accord que le niveau technique de l'un ne correspondra pas au niveau technique de l'autre. Donc pour garantir une équité la plus totale, on a décidé de mettre ces grades en place et notamment un grade de base, le grade vert, qui va permettre de garantir par rapport à un cahier des charges technique qui va nous permettre de garantir que cette personne-là a les capacités techniques, je dis technique, je ne parle pas de mental, mais technique, de faire un combat amateur. Pourquoi là maintenant on a en ligne de mire une participation au championnat du monde par équipe qui devrait se dérouler en janvier au Bahreïn. En décembre, il va y avoir un championnat du monde, mais cette fois-ci individuel, mais on ne sera pas prêt pour faire la compétition de championnat de France amateur, mettre au point les grades, faire le championnat de France, peut-être faire plusieurs tours, etc., pour mettre au point ensuite une équipe de France avec les meilleurs athlètes, donc les champions de France, mais aussi les champions de France qui auraient déjà aussi un niveau technique au moins requis pour participer au championnat du monde amateur. Pourquoi? Parce que les championnats du monde ou les championnats d'Europe amateurs, le niveau amateur est très élevé.
Concernant le passage de grade, je vous laisse découvrir le témoignage du combattant de la Old School Academy, Amaury Wakozabo Asiga. Salut tout le monde, donc c'est Amaury Wakozabo Asiga, ici du club de la Old School Academy dans 94. Donc ce week-end, plus exactement dimanche, j'avais mon passage de grade pour la ceinture verte au sein de la FMMAF, donc c'est la Fédération Française de MMA. Et en fait, le but c'était d'évaluer le combattant sur des aspects techniques, des aspects simples, que ce soit au sol, en pied-point, en lutte, en cage contrôle. Donc le cage contrôle, c'est le fait de contrôler son adversaire dans la cage, puisque quand on combat MMA, on est dans une cage, plus exactement dans l'octogone. Et franchement, moi je me sentais détendu, relâché. Je savais que j'avais les capacités pour avoir ma ceinture verte, vu que la plupart du temps c'est des thèmes qu'on fait à la Old School, donc je me sentais détendu. Aucun stress, j'avais confiance en mes capacités. Mon coach Gaëtan Hurtel nous fait bien travailler tous les jours, donc c'est bien passé. Et du coup, ça emmène sur les championnats de France qui auront lieu en décembre. Et le but c'était d'évoluer les combattants qui peuvent participer à cet événement, qui plus tard débouchera sur des championnats du monde pour les vainqueurs de chaque compétition. Donc bonne nouvelle, moi je suis content, j'espère du coup gagner les championnats de France, je souhaite et je travaille pour ensuite rentrer dans l'équipe de France sous la direction de Johnny Frachet et de Lionel et pouvoir faire les championnats du monde plus tard, toujours sous la couleur de la Old School Academy. Voilà, c'était tout. Dites-moi, est-ce que vous avez pris des compléments alimentaires durant votre carrière? Personnellement, non, mais... T'aurais dû. Je sais, je pense. Moi j'en ai pris, puis j'en prends encore un petit peu, et puis ouais, les athlètes en prennent, ceux qui s'entraînent bien, c'est quelque chose d'important parce que les jeunes actuellement ne mangent pas très bien, et même lorsqu'ils mangent, du coup, la qualité nutritive de ce qu'ils ingèrent n'est pas forcément au rendez-vous. Donc du coup, pour éviter la fatigue qui va entraîner les blessures qui vont entraîner des problèmes d'entraînement, etc. Donc c'est intéressant de prendre tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est protéines, etc., etc. Voilà, donc il faut avoir aussi des bons produits. Eh bien, nous avons de la chance aujourd'hui. On a Maxence Damaret qui est venu nous présenter ses produits Nokao Foods. Donc vous allez goûter, je pense. Ah, mais je vais partir avec le truc directement, parce qu'il faut que je prenne. Alors on va passer à côté. Alors nous sommes avec Maxence Damaret. Comment est-ce que ça va, Maxence? Très bien, et vous, Sandrine? Super, hein, nous sommes avec les experts, donc tout va bien. J'aimerais bien qu'on puisse découvrir votre produit, votre marque, et savoir aussi pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans les compléments alimentaires. Ouais, si vous voulez, je peux commencer par me présenter rapidement. Donc moi, c'est Maxence Damaret, je suis un boxeur professionnel de Lille, je suis aussi ingénieur et certifié en sciences de la nutrition. Et en fait, moi, ça fait des années que je me fais mes petits mélanges chez moi pour préparer mes combats. Parce qu'en fait, sur le marché de la nutrition sportive, il y a très peu de choses qui vont pouvoir aider vraiment un combattant. On va avoir beaucoup de contraintes particulières dans notre préparation. Donc déjà, il y a les coups qu'on reçoit et que l'on donne, qui usent, qui abîment et qui blessent. Il y a également la perte de poids qui va entraîner plus de fatigue, qui va nous empêcher de récupérer à 100% entre les entraînements, de bien dormir et d'être à 100% le jour du combat. Et du coup, moi j'ai cherché un peu par moi-même des moyens de pallier à tout ça, de pas me blesser, de pas avoir mal aux épaules, de pas avoir mal aux poignets, d'être en forme, de pouvoir enchaîner les entraînements et surtout de combattre à 100% de mes capacités. Et arrivé à la fin de mes études, donc là ça fait une petite année, une grosse année que je suis diplômé, je me suis dit que je pouvais me lancer et en fait mettre ce produit sur le marché et d'en faire quelque chose en fait que je partagerais avec le maximum de combattants. Et après moi je me faisais un truc à la maison qui n'était pas commercialisable, qui était c'était pas bon, ça se conservait pas, donc je me le faisais, il fallait le prendre tout de suite. Donc moi en fait j'ai ces connaissances qui me permettent en fait de choisir les bons ingrédients, de faire le bon mélange et de m'apporter ce qu'il faut. Mais par contre pour en faire quelque chose de commercialisable j'ai besoin d'aide. Et donc je me suis associé tout de suite avec, j'ai rencontré d'abord, on s'est rencontrés, on a discuté, on s'est bien entendu avec une autre boîte qui est innovante en fait dans le secteur des microalgues et qui a 25 brevets, un laboratoire avec des docteurs et des ingénieurs en biotechnologie.
on a décidé de s'associer et de créer du coup la société Nokao Foods ensemble et de faire ce premier produit qui correspond à ce que moi je me faisais chez moi, donc un produit de récupération vraiment tout en un, qui va être aussi faible en calories, donc qui va nous permettre de récupérer sans pour autant nous empêcher de perdre du poids parce qu'on est obligé de perdre du poids, et qui va aider à maintenir le muscle, à régénérer les cartilages, les os, protéger les articulations, qui va avoir des bénéfices sur le sommeil, qui est antioxydant, qui aide au transport de l'oxygène dans le sang, etc. Et en plus de ça, grâce à ce laboratoire qui s'y connaît bien, eh ben, on a aussi un produit qui est bon, qui se mélange facilement avec l'eau, vous allez voir juste après, j'espère que je vais pas me rater. Ah bah oui, hein. Et, on va goûter. Et qui se conserve. Voilà. D'accord. Et du coup, les micro-algues, Ouais. pourquoi avoir fait ce choix particulièrement? Parce que je crois que ce produit est relativement vegan, c'est ça? C'est ça, il est 100% végétal. Et il n'y a pas que des micro-algues, hein. En fait, il y a un mélange de protéines végétales qui permet en fait d'avoir dans le produit tous les acides aminés nécessaires à reconstruire du muscle. On a des micro-algues, donc la spiruline et la chlorelle, qui sont aujourd'hui les deux plus connus, et qui vont apporter en fait tout un côté antioxydant, anti-inflammatoire, qui vont aider au transport de l'oxygène dans le sang. Et derrière, on a d'autres vitamines, minéraux, acides aminés qui vont, eux, en fait, avoir tout cet effet bénéfique sur le sommeil et sur les cartilages. Et puis pour le goût, on a un petit arôme naturel de vanille qui est sympa. Alors, est-ce qu'on peut découvrir comment ça se prépare? Bah, avec plaisir, on est là pour ça. Hein. On a un petit peu d'eau. On prend une portion, donc ce qui correspond à peu près à 2/3 de la cuillère doseuse. Tac, on met dans le shaker. Et on remplit à peu près jusqu'à 400-450 ml d'eau. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un super effet rassasiant. Parce que, comme vous pouvez voir, en fait, il y a quand même de la quantité. Et en plus de ça, le produit est riche en fibres, donc il va vraiment en fait caler, quoi. Donc quand on est à la diète et qu'on ne peut pas manger grand chose, on secoue bien pendant une petite dizaine de secondes et puis c'est prêt. Ah bah, il n'y a plus qu'à servir. c'est parfait. Et par contre, j'aimerais savoir, lorsque on n'a pas d'objectif particulier, qu'on n'est pas combattant, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut quand même consommer? Merci beaucoup. Ouais, bien sûr. Si vous voulez un exemple, ça va être très précis. Dans mes clients, il y a une grand-mère qui fait du paddle et qui en fait a du mal à récupérer de ses séances de paddle, donc du paddle vraiment sur un lac là avec une rame, et à qui j'ai pitché le produit un peu par hasard un jour où j'avais un stand. Et directement elle m'a commandé, elle m'a laissé des super avis et maintenant elle en commande tous les mois. Ah d'accord, très bien. Donc finalement, ça s'adresse à tous les sportifs. Ouais, finalement ouais. Après en fait, il va surtout être adapté aux combattants dans le sens où c'est faible en calories et moi c'est comme ça que j'ai vu le produit de base. Fallait qu'en fait n'importe qui puisse le prendre, du poids lourd au poids mouche qui galère à perdre ses derniers kilos, quoi. Mais après ouais, c'est sûr que quelqu'un qui fait son footing le dimanche et qui a mal au genou, régénérer ses cartilages, ça va l'intéresser. Quelqu'un qui a du mal à dormir après l'entraînement, ça va l'intéresser aussi. Donc ouais, évidemment, on peut vite s'étendre à tous les autres sports. Surtout que aujourd'hui, énormément de sports sont des outils de préparation dans la préparation d'un combattant. Donc l'extension est vite faite, quoi. Eduardo, est-ce que vous en voulez du coup, on va vous... Hop, pour monsieur Eduardo. Voilà. Santé. Santé. Hein. Franchement, ça passe. J'ai bu pas mal de whey, des trucs comme ça. En fait, des fois, les goûts ils sont un petit peu durs. Très chimique, ouais. Franchement, ça passe vraiment bien. Mais tu sens vraiment que c'est du végétal, par contre. Oui, Ouais. oui, mais ça va, ça passe. Hein. En fait, vraiment, nous, on a voulu se différencier de la whey, dans le sens où la whey, par exemple, on va avoir des goûts chocolat, cheesecake, cookies et tout. C'est sympa à la première gorgée parce que ça ressemble, mais par contre, ça devient vite écœurant parce qu'il y a un arrière-goût chimique et c'est difficile à prendre sur le long terme. Et en plus de ça, ça se digère moins bien. Ça a souvent donné des gaz, etc. Et passer sur du végétal pour ça, c'est vraiment plus sympa, quoi. Mais écoutez, moi j'apprécie, c'est frais, hein, après avoir parlé, on a énormément parlé. Je vous encourage à aller Attention, vous allez vous endormir. C'est vrai? Ouais. Et là, j'ai été sympa, mais normalement, je fais goûter à personne avant qu'elle ait fait 10 pompes devant moi, quoi. Parce que c'est un post-entraînement. Bon, pour le coup, on va faire du sport. Merci beaucoup, Maxence. Avec plaisir. On va continuer à vous suivre. Hein, et puis, avec plaisir. Surtout, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, sur mon site web, nokaofoods.co. Et sur Instagram, @nokaofoods.
Et puis de toute façon, ouais, j'aurai l'occasion de revenir parce qu'on va faire de nouveaux produits. Il va y avoir un gros changement dans les mois prochains au sujet de la marque. J'en dis pas plus pour le moment. Et puis moi, j'aurai peut-être de l'actualité sportive aussi à partager parce que je vais bientôt reboxer. Voilà, c'était le moment de la découverte de produits, hein, des produits phares, hein, puisque on a pas mal de combattants qui font quand même la publicité de nos KO Food. Merci beaucoup d'être venu nous faire la petite démonstration et la dégustation. Et on se retrouve très vite. Carrément, avec plaisir. Tout à l'heure, on parlait du MMA français, mais à l'étranger et surtout à l'UFC. Mais depuis quelques temps, on remarque qu'il y a de plus en plus de combattants français qui intègrent cette Big League, cette grosse organisation. Pourquoi ? Antoine ? Déjà, le niveau des combattants évolue, ça c'est un fait. Et l'UFC, c'est une machine énorme voilà, qui va piocher un peu à droite à gauche partout dans le monde. Donc il y a des combattants qui les intéressent, ils vont piocher ici et là. Ils ont leurs sources, ils ont aussi leur petite source, hein, d'accord. Il y a le Cage Warrior en Europe, où ils récupèrent plein de combattants anglais, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Eduardo. Le Cage Warrior, c'est bien sympa, effectivement. Lorsque vous êtes champion du Cage Warrior, vous allez à l'UFC. Mais ça marche mieux quand vous êtes anglais et que vous êtes managé par l'organisation. Lorsque vous êtes français et que vous êtes managé par quelqu'un d'autre, Eduardo peut le confirmer, c'est pas la même chose, non ? C'est un autre problème, voilà. Il y a aussi l'Invicta, hein, où ils vont piocher régulièrement des combattantes. Et là, donc, de plus en plus, on voit des combattants français dans l'Hexagone. Alors, je pense que déjà, on a tout cet engouement autour de la légalisation du MMA en France. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Tout le monde en a parlé. Aux États-Unis et partout dans le monde, on sait voilà, qu'en France, maintenant, on peut faire du MMA. Maintenant, les autres organisations, j'ai eu l'occasion de m'entretenir il n'y a pas longtemps avec le patron du KSW, qui suit bien évidemment les combattants français. Lui aussi, hein, il a récupéré une petite pépite du MMA français, Saladin Parnasse. Donc il sait de quoi il en retourne en France. À l'UFC, ils ont eu pas mal de grands combattants français quand même, donc ils savent aussi qu'il y a des grands combattants. On a le club de Lopez qui envoie énormément, donc eux, ils ont je vais pas dire qu'ils ont un deal, mais bon, ils sont en contact avec l'UFC. Et ils ont pas mal de combattants qui sont passés par l'UFC, qui ont quitté l'UFC, d'autres, certains, ils sont encore. Et puis il y a des nouveaux venus, et puis on voit, moi c'est ça qui me fait plaisir, c'est des combattants qui ne sont pas issus même de la région parisienne. Je pense à Manon Fiorot, qui est basé à Nice. Je pense à... Alors Benoît Saint-Denis, c'est différent, lui il est dans la région parisienne, mais bon pareil, il ne sort pas d'une grosse écurie. On peut le dire, malgré tout, ils arrivent quand même à se faire une place. Zara Ferme, également, qui a réussi à se faire une place à l'UFC. Alors je ne sais pas par quel chemin ils sont, par quel chemin détourné ils sont arrivés à l'UFC. La première femme d'ailleurs française. Hein, Et donc il y en a de plus en plus, et j'imagine que ces gens-là, je pense à Aldric notamment, qui est un très bon formateur, il a un pied à l'UFC avec Manon, qui dit que prochainement il va pas faire émerger d'autres combattants de son club pour les envoyer là-bas. Moi j'ai des bruits de couloir, mais je peux pas encore le dire ma foi, mais bien sûr. Bah, voilà. Bien sûr. Donc c'est de bon augure, je pense, pour la suite. Mais c'est pas terminé. Je pense que le fait qu'il y ait le MMA en France légalisé en termes de compétition, ça va encore promouvoir encore d'autres athlètes. Et on n'a pas fini. Après, ce qu'il faut voir aussi historiquement, c'est que la France, on est un pays riche en culture martiale et en culture de sport de combat. On en parle très peu, mais on a des champions de kung-fu, on a des champions du monde en Viet Vo Dao, comme je le disais un peu plus tard. On a dans plein d'activités de sport de combat, on a un très 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 haut niveau. Et on a une culture de pratique de sport de combat qui est là. Alors on n'a pas forcément le public parce que c'est pas sur une compétition de karaté où on va remplir Coubertin forcément, etc. Mais en termes de pratiquants, on est quand même bien représenté, etc. Donc du coup, on a cette culture de sport de combat en France qui est vraiment, vraiment présente, qui est intéressante. Et donc je pense que sur des grosses organisations, Bellator, parce qu'on parle de l'UFC, mais on a aussi pas mal de gens qui sont arrivés au Bellator dernièrement, parler des Françaises, mais des Françaises aussi. Et donc on a vraiment, c'est le début. Moi je pense que c'est le début et on peut avoir un petit raz-de-marée français dans les années à venir et voilà, et de compter là-dessus. Et on peut en revenir aussi sur le fait que c'est peut-être grâce à ça que arrivera plus facilement le Bellator ou arrivera plus facilement l'UFC en France. Très bien. Eduardo, je ne sais pas si vous avez vu une pétition passer pour le MMA au JO en 2024. Alors j'ai pas vu passer, par contre honnêtement je me fais pas trop d'illusions. Je me fais pas trop d'illusions et après je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est pas la priorité absolue. Bien sûr ce serait sympa et tout, mais c'est pas la priorité. Il y a tellement de choses à mettre en place et t'es bien placé pour en parler que je pense pas que ce soit la priorité là.
Alors, c'est dans les fagots, quand même, au niveau de la fédération internationale, l'IMAF, qui est une fédération qui travaille beaucoup sur le MMA et notamment le MMA amateur. Antoine peut aussi en être témoin parce qu'il a vu aussi les premières compétitions, les premiers championnats du monde IMAF, il y a 7 ans à peu près, où étaient représentés peut-être 15 pays. Et là, on est actuellement avec, je sais pas, 40 ou 50 nations. Il y avait à l'époque, il y avait peut-être 150 participants, et là on est peut-être parfois à 400, 500. C'est-à-dire que la durée de l'événement ne se fait plus sur 3-4 jours, mais se fait sur 5-6 jours. Avec plus 1 ou 2 cages, mais avec 3, 4, 5 cages. Donc il y a, voilà, et il y a des délégations comme la Suède, comme l'Ukraine, comme la Russie, comme la Pologne, comme d'autres, enfin des pays où ils ont augmenté le nombre de participants, donc ils ont jusqu'à 2 athlètes par catégorie. Donc c'est beaucoup d'éléments qui font que la dimension internationale du sport fait que ça va peut-être pousser plus vite que prévu une place en sport de démonstration aux Jeux Olympiques. J'ai entendu qu'en 2024, il y aurait effectivement une démonstration de MMA, qui semble être les prémices de l'arrivée du MMA au JO, peut-être pour 2028, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, je sais que les fédérations amateurs, alors on parle beaucoup de l'IMAF depuis tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a une autre fédération amateur internationale qui existe, la WAMA. La WAMA, exactement. Qui est plus russo-asiatique. Voilà. Exactement, et qui fait également pression de son côté pour être représenté au JO. Donc ça pousse des deux côtés. Je pense bien qu'il y a un moment ou un autre, après c'est des histoires de contact, j'imagine, ceux qui ont le bras le plus long, voilà, qui arriveront les premiers. Et en tout cas, selon moi, en 2024, il y aura déjà une première présentation, et il n'est pas impossible qu'en 2028, on ait déjà du MMA, comme on a pu voir avec le... C'est quoi, c'est le skateboard, des choses comme ça là, oui, cette année, là. En 2021 au Japon. Ouais. Donc ça peut aller très vite. Et puis on voit comment évolue le sport également. Le MMA, ça évolue à une vitesse. Il ne faut pas oublier qu'en 2024, quand même, sera en sport de démonstration, quand même 2 disciplines historiques de combat, le kickboxing et la boxe thaï. Donc ça s'ouvre. Alors là, cette année, c'est vrai que sur les Jeux Olympiques en sport de combat, on a eu le karaté en sport de démonstration, qui n'est pas reconduit. Donc non, je ne peux pas savoir pourquoi, mais le kickboxing et la boxe thaïlandaise, sport de démonstration quand même en 2024. Donc ça veut donc dire des athlètes avec une visibilité intéressante sur le kickboxing et la boxe thaïlandaise française. Donc ça c'est intéressant. Aussi pour le développement du MMA en France. Exactement. Parce que eux qui sont très portés sur le circuit amateur, si en plus le sport est aux Jeux Olympiques, on va investir peut-être un peu plus dans le combattant. On a quand même la chance d'avoir énormément d'événements. D'ailleurs, les événements se suivent à date, carrément. Ça devient difficile à suivre, mais bon, je suis très contente en tout cas que ça arrive en France. Et j'aimerais savoir de votre côté, est-ce que vous avez déjà participé, à part Loïc bien sûr, qui est sur tous les événements, mais Eduardo, est-ce que vous êtes rendu sur un des événements organisés depuis la légalisation en France? Non seulement c'est rendu, mais là, vendredi, on a un athlète, comme c'était un peu plus tôt dans l'émission, qui va participer au 100% Fight. Donc on pense que ça va être un gros événement, parce qu'il y a la star du web, Ramzan Jambiev, qui va faire partie de ça. Du coup c'est intéressant, ça va ramener je pense un tout autre public. Et je pense que c'est tous ces événements qui sont en train de se créer, le MMA GP, l'Hexagone, tous ces trucs là en France, c'est super, parce que plus ancien que moi, tu as vécu encore plus ce calvaire-là, qui était, on devait aller se battre à l'étranger contre on sait pas qui, qu'avec des palmarès qui collaient pas, on servait de chair à canon. Et donc là, on a enfin des compètes en France, il n'y a plus besoin de courir, d'aller à l'étranger, etc. Et ça, c'est vraiment top, surtout que le niveau de qualité des compétitions, je le trouve vraiment très haut. Il n'y a pas de trucs bricolés, c'est vraiment super carré, je trouve. Alors, je trouve que les gens ils étaient un peu durs avec le premier, c'était le MMA GP, où ça comparait, c'est pas l'UFC. Bien entendu, c'est pas l'UFC. L'UFC, c'est la Champions League. Mais c'est pas parce qu'il y a la Champions League qu'il peut pas y avoir. Je ne me connais pas assez en foot. Il peut y avoir des trucs en dessous. Mais voilà, et je trouve que les gens ils ont été trop durs. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, le MMA GP. Après, les petits trucs d'éclairage, etc. Mais ça, c'est du point de détail. Concrètement, c'est un beau spectacle qu'ils ont mis en place. Les combats, je les ai trouvés bien matchés.
Parce que le primordial pour moi dans un gala, c'est de bien matcher. Il peut y avoir deux mecs qui sont pas extraordinaires, mais si c'est bien matché, ça fait un beau combat. Les deux mecs présentent une belle image du sport, le public est ravi, et voilà. Et pour moi, le truc qui va vraiment être primordial, c'est d'éduquer nos spectateurs. C'est-à-dire que les spectateurs, il faut vraiment qu'on soit top, qu'il n'y ait pas de débordement un peu comme on peut voir dans d'autres sports, je vais pas, mais ça sera, faut vraiment que, parce que nous, on va pas nous louper. Nous, c'est sûr qu'on va pas nous louper. S'il y a des débordements dans les tribunes, des trucs comme ça, voilà. Et moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment la qualité des événements, elle est top. Après, mon seul petit bémol peut-être que je dis, c'est que là, on met beaucoup l'accent sur le pro, mais il faudrait aussi qu'on construise un vrai circuit amateur, qu'on soit vraiment fort. Parce que comme tu disais tout à l'heure, et je suis 100% d'accord avec toi, en France, on est super fort en sport de combat. Vraiment, il faut être fier. Des fois, on a un peu le syndrome de ne pas être fier de ce qu'on On est super fort. Au judo, il y a plein de gamins qui font du judo, karaté, taekwondo, on est des champions olympiques. On a vraiment un terreau en France de sport de combat extraordinaire. Et c'est logique qu'on soit bon en MMA, puisqu'on a toute cette base-là. Et ce serait bien de construire un vrai circuit amateur, où vraiment on pourrait faire une sélection. Ça va venir, justement. Voilà, ça va venir, puisque avec le code sportif qui a été Eduardo a entièrement raison. C'est en train d'arriver. C'est ça. On a le droit maintenant. Voilà. Et puis, le niveau amateur va monter. C'est pour ça que quand les jeunes amateurs auront fait plusieurs combats, parce que je pense qu'on ils pourront peut-être être sur une saison de compétition amateur, sur peut-être 10, 15, 20 combats amateurs. Quand ils vont commencer à rentrer en pro, les pros qui sont peut-être déjà là depuis 2-3 ans, mais qui auront fait peut-être 2 combats par an, donc sur 3 ans ça fait 6 combats, comparé à un jeune amateur qui aura fait 20 combats, avec les règles qui sont sensiblement pareilles, un très peu de différence. Les anciens, les pros déjà un peu établis, ça va être compliqué pour eux. Je pense qu'il va y avoir un nettoyage des fonds de tiroir qui vont se faire. Mais ça va être intéressant parce que là, on va pouvoir créer aussi des histoires. C'est ce qu'on parlait aussi tout à l'heure. Il faut aussi monter la sauce pour les promoteurs. Il faut qu'il y ait des histoires. Que si tout est lisse, pas d'histoire. Il faut créer un peu de passion, etc. dans tout ça. Oui, ça va faire mal. Donc Eduardo a entièrement raison. Après, oui, effectivement, on a un point rouge dans le dos continuellement par le ministère, malgré tout, parce qu'on est quand même, faut pas l'oublier, parce que c'est pas acquis. Non. Faut pas oublier qu'on est toujours un peu en période probatoire, on est en période d'essai. Donc peut-être que dans 6 mois, on peut nous dire non, en fin de compte, les résultats sont pas bons, on n'a pas aimé ce que vous avez fait, donc du coup, on arrête. Ça peut très bien arriver, il ne faut pas l'oublier, ça. Les gens pensent que c'est fait, on peut tout faire. Non. Et éduquer aussi le public. Après, on a un public de connaisseurs, donc du coup, ça, c'est agréable. Donc, de tous les événements qu'on a pu voir, c'est vrai qu'on n'a pas entendu de tueleux, etc. Plein de trucs, un peu les noms d'oiseaux. Donc, non, ça, je n'ai pas trop entendu ça. Et puis, comme tu le disais, le nombre d'événements. Là, on a fait une prévision pour la saison complète. Je vais parler d'une saison entre septembre et fin juin, on va dire une saison sportive. On est en moyenne à 2 à 3 événements par mois. Donc ce qui va nous faire à peu près, sans compter les événements amateurs, ça va nous faire à peu près entre 20 et 30 événements professionnels. C'est beaucoup. Il y a... Je ne sais même pas si en boxe taille, dans les heures les plus belles, il y avait une trentaine de galas de haut niveau, des petits galas comme ça, régionaux, en boxe taille ou en kickboxing, il y en a. Mais là, à chaque fois, on parle de galas de haut niveau, c'est-à-dire avec des étrangers qui viennent, du bon niveau. Mais on a des combattants. Voilà, donc là par contre il va y avoir aussi quelque chose, il va y avoir un phénomène qu'il ne faut aussi pas négliger, c'est-à-dire que des galas, beaucoup de galas, pas autant de compétiteurs que ça, de professionnels que ça. Là actuellement, on a fait des statistiques avec des collègues, on va dire qu'il y a à peu près une vingtaine de clubs qui peut potentiellement amener des pros. Voilà. Si cette vingtaine de clubs amènent 10 professionnels et encore,
c'est beaucoup. 10 professionnels en tant que combattants, 20 x 10, 200. Ça fait 200 combattants. À se partager sur 30 événements. Donc ça veut dire ça fait pas énorme en tant que combattant. Attention, ça fait pas énorme. Et pour rebondir aussi sur un truc, c'est que 20 ou 30 galas à préparer au niveau fédéral, parce que du coup on reçoit les demandes d'organisation, il faut les traiter. Malheureusement, les promoteurs ou les organisateurs ne lisent pas tout à fait la réglementation, ne lisent pas la demande d'organisation, donc du coup ils nous envoient des dossiers qui sont... J'ai une question, je suis désolée, mais j'ai une question très importante. Quand on veut organiser un événement, combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre en fait auprès de la fédération pour avoir son dossier qui est prêt? En réalité, logiquement, 20 jours avant la date de l'événement, le dossier doit être clôturé, ce qui n'existe quasiment jamais. Quand on dit il doit être clôturé, c'est-à-dire que l'essentiel des informations, c'est-à-dire 80% des informations doivent être indiquées. Bon, après les trucs simples, hein, le lieu, l'heure de la pesée, le lieu, l'heure de l'événement. Une carte, on va dire quasiment faite à 80%, mais au moins avec un nombre de combats. C'est-à-dire que si la personne nous dit, bah voilà, moi je veux faire 10 combats, bah, qu'on ait au moins, pas forcément 10 noms, mais qu'on sache qu'on ait au moins 10 combats. Le problème, c'est que là, des fois, on part sur des trucs, c'est, je vais faire un événement, donc j'ai la moitié du dossier, et il y a un combat. Sachant qu'en plus, il y a pas mal d'annulations. Oui, parce qu'on connaît, je connais, hein, il y a les blessures, il y a toutes les blessures, etc. Mais au moins, si nous, côté fédéral, on sait qu'il y a 10 combats, on sait qu'on va pouvoir traiter 10 combats. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on nous dit, il y a 5-6 combats, et puis après, attends, je vais rajouter celui-ci. Attends, je vais rajouter... Parce que du coup, derrière, ça veut dire du temps de traitement. Temps de traitement, ça veut dire qu'on n'est pas performant sur autre chose, on n'est pas performant sur le développement de l'amateur, etc. Donc si on multiplie le nombre d'événements, de 20 à 30 événements par saison, ça laisse plus beaucoup de temps pour préparer d'autres choses. Et puis, je veux dire, c'est pareil, vous faites 3 événements dans un mois, événements professionnels. Ça veut dire, on va dire, allez, dans l'idéal, 3 week-ends. Il y a combien de week-ends dans un mois? 4, ça veut dire qu'il reste un week-end éventuellement pour préparer un événement amateur. Donc là, c'est un peu un appel au niveau des promoteurs. Attention de ne pas non plus s'exciter à vouloir faire de l'événement, parce qu'on va peut-être risquer aussi à un moment donné, trop d'événements tue l'événement. C'est-à-dire qu'un essoufflement peut-être du public, un essoufflement des intérêts, et puis il y a des événements de haut niveau, de haute qualité, puis des événements de moins de bonne qualité. Donc après, là, ça va être les combattants, ils vont peut-être faire, ou les coachs, ils vont peut-être faire le choix de dire, attends, non, là, pas terrible, celui-là, je vais peut-être préférer sur celui-ci, là, celui-ci, il est moins bien payé, je vais aller sur celui-ci. Donc ça va être plus difficile, attention. Et pour l'instant, en termes de qualité, Antoine, est-ce qu'on a envié, en fait, aux autres événements internationaux, nous, en France? On n'a pas encore d'UFC en France, hein, ça c'est sûr, pas même de Bellator, soyons honnêtes. Maintenant, il y a beaucoup d'événements qui sont très bien structurés, très bien organisés. Je pense notamment au 100% Fight, on va voir comment ça va se passer vendredi. Mais le 100% Fight, c'est un événement qui est là depuis plus de 15 ans. C'est la 44e édition. 44e édition, il y a eu les Contenders, c'est la Supreme League, les machins, il y a eu je sais pas combien de événements. Je crois qu'il a plus de 70 événements organisés, Stéphane, depuis Stéphane Hatch, donc depuis ses débuts avec Extreme Gladiators. Tu connais parce que tu avais organisé un événement au même moment, il me semble, le PFA. J'avais fait le premier événement de Pancras, c'était le PFA, puis après Hatch avait fait le... PFA 2005, 2006 non, avant peut-être 2003, 4, 5, ouais, 4, 5. 4, 5, 2004, 5. Il y a eu l'Extreme Gladiators 1 qui était juste après, non? Ouais, juste après. Et avec Hatch, on avait fait aussi l'ASF, Absolute Submission Fighting. Ouais. Bon, bref, ça date un peu, voilà. Donc Stéphane a de l'expérience. Je vois les frères Pourru qui organisent l'Hexagone MMA. Même si c'est leur premier événement de MMA, ils sont dans le game, ils sont dans le milieu du MMA depuis des années. Ils ont organisé des événements de catch, je crois, il me semble, par le passé. Donc ils savent, ils connaissent l'organisation et puis surtout, ils ont pris les choses très sérieusement. Ils ont fait les choses comme il fallait. En plus, ils sont associés avec RMC pour la captation et la diffusion. Ce qui fait qu'ils ont pris également tous les conseils d'RMC parce qu'ils sont venus avec leur boîte de prod RMC. Et ils ont écouté religieusement tout ce que RMC leur disait. Voilà, on veut ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont fait OK, on fait ça. Donc au final, ils ont un événement qui est propre. Tu étais là hein, sur place, c'était super carré. Franchement, au niveau de l'organisation, moi qui fais beaucoup de galas, je peux te dire, au niveau de l'organisation, c'était impeccable. Ça coulait impeccablement. Ce qui n'est pas forcément le cas du MMAGP, du premier MMAGP, où ils ont quelques soucis, voilà. Mais au final, je suis parti aussi sur le deuxième MMAGP, c'était beaucoup mieux que sur le premier. Eux aussi apprennent de leurs erreurs, voilà, ils ont remplacé la cage, il y a eu plein de détails qui ont été réglés.
entre-temps, et je pense que les autres vont s'inspirer de tout ça. On a l'ARES qui va arriver bientôt au mois de décembre. Donc l'ARES, ils ont déjà organisé un événement. On a vu leur concept, hein, c'est très simple. Ils regardent ce que font l'UFC ou le Bellator, ils font pareil. C'est comme ça que ça marche. Donc ils vont nous proposer un super événement également. Je vois qu'ils mettent les choses en place. Hein. Oui. Ils ont une très belle carte qui s'annonce. Et ils sont en train de nouer des contacts, des partenaires ici et là. Donc ça va être une grosse soirée aussi dans une belle salle, Marcel Cerdan. Donc on a en plus des belles salles. Le Zénith de Paris là pour les Gaoun, c'est super. Qui eût cru qu'on aurait des événements de MMA au Zénith Enfin bon, nous à l'époque avec Loïc, on ne croyait pas. C'était un Non, espoir. c'est vrai que pour rebondir à ce que dit Antoine sur l'Hexagone MMA, c'est vrai que alors, ce qui est assez intéressant parce que on en parlait tout à l'heure en off. Là actuellement, il y a beaucoup d'événements qui sont faits plutôt pour la promotion des clubs. Le FFA Challenge, c'est le FFA. L'ARES, MMA Factory derrière. Quel événement? Le Surpass Arena dans le Nord à Roubaix, c'était aussi plutôt les élites d'un club, voilà, pour organiser. Donc là, c'est surtout, on va dire, l'entité d'un club qui organise un événement. L'Hexagone MMA, c'est complètement différent. Eux, ce sont des mecs qui sont là pour faire de l'argent, pour faire du business. Donc ils font du spectacle. Ce sont des professionnels du spectacle. Ils ont l'habitude de faire de la production de spectacles et donc ils produisent un spectacle. Le spectacle, c'est quoi aujourd'hui? C'est le MMA. D'accord, je vais produire. Donc du coup, ils ont tous les codes de l'organisation, de la production d'un événement de spectacle. C'est-à-dire que quand on arrive, même nous en tant qu'officiels, c'est-à-dire qu'on a nos badges, on a ceci, on est là, on a cette place-là, c'est comme ça, le vestiaire c'est ici, le machin c'est comme ça, tout est carré. Si la personne a un pass pour être à cet endroit-là, elle a ce pass pour aller à cet endroit-là, elle ne pourra pas aller à cet endroit-là. C'est pas la peine de discuter, tu n'as pas le pass, tu n'y vas pas. Donc, ils ont pris les codes des grosses organisations internationales. Donc là, c'est du très 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 lourd. C'est du très 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 lourd. Les autres événements de MMA, actuellement, c'est plutôt de la promotion un peu sportive par rapport à leurs athlètes. Alors, il y en a qui savent très bien faire parce qu'ils sont dans le jeu, comme on dit dans le game, comme Stéphane Hatch-Fourier qui sait faire ça depuis longtemps. On a des nouveaux qui apparaissent, qui avaient l'habitude de faire aussi du pancras, qui se mettent maintenant à la transition pancras et donc MMA, qui font ça avec beaucoup de passion, avec le cœur, etc. Bon, mais c'est pas la même non plus, c'est pas la même catégorie, c'est pas non plus les mêmes moyens financiers. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que il faut aussi faire attention sur, enfin attention, c'est une façon de parler par rapport aux promotions. Voilà, il y a des gens qui arrivent comme l'Hexagone MMA. Peut-être que demain, après-demain, parce que moi, il y a 4 mois de ça, l'Hexagone MMA, je connaissais pas, je savais pas qui c'était. Inconnu au bataillon. Et ils sont arrivés et ils ont tout de suite dit, voilà, nous on est là. On met tout le monde d'accord. Nous on fait un truc ici en Nanterre Arena. Le Zénith, à Nice, à Reims, à tel endroit, attention, on fait du lourd. Bon, là, attention, c'est vraiment assez sérieux. Et les autres organisations avec de la passion, etc. Après, n'empêche que les combats seront, comme dit Eduardo, hein, il faut un bon matchmaking derrière tout ça et c'est fabuleux pour tout le monde. Antoine Simon, vous commentez pas mal d'événements internationaux, également Hexagone MMA récemment. Peut-être encore cette semaine Hexagone MMA, 100% Fight peut-être également aussi. Sur Sisplay, Cage Warrior, on voit qu'il y a des Français. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on va vous voir à nouveau sur des organisations françaises? On l'a vu aussi sur MMA GP. Est-ce qu'on va vous voir également sur d'autres événements français à l'avenir? Déjà, je serai sur le 100% Fight. Parce que Stéphane, ça fait des années, voilà, depuis ses débuts en fait, on suit Stéphane, voilà, on se connaît depuis des années, comme Loïc d'ailleurs. Le 100% Fight, on l'a diffusé pendant des années à la télé, sur Combat Sport à l'époque, puis sur SFR Sport TV, donc il y avait les Contenders et le 100% Fight, donc j'ai vu, ça qui est intéressant aussi, le fait de commenter les événements, bon je pouvais pas être sur place la plupart du temps, mais par contre j'ai vu évoluer tous ces combattants français, j'ai vu Morgan débarquer, parce que moi j'ai commenté quand même le Road to the Contender, je sais pas si vous savez ce que, bon, tu connais, le Road c'est quand même c'est les prémices, c'est ce qu'il y a de plus bas en pancras amateur, on est d'accord, en France il n'y avait pas plus bas, c'était vraiment le début. Après, détection, tout ça, etc. Bon. Donc le Road to the Contender, j'ai vu Morgan débuter là-dedans, j'ai vu Saladin débuter là-dedans, bon Saladin je le connais
Je le voyais à l'époque distribuer des sandwichs au gala de Hatch avec Baba, qui sont arrivés. Mais eux, ils sont, comme le dit souvent Stéphane, ils sont arrivés très tôt au club à l'âge de 12-13 ans, donc ils baignent dans le monde du MMA depuis tout ça. D'ailleurs, pour ça qu'ils sont aussi forts aujourd'hui. Donc ça me fait plaisir de pouvoir refaire le 100% Fight. Je vais travailler avec Stéphane d'ailleurs sur les 2 prochains événements. L'Hexagone MMA, bon, quelque part, comme ils ont dealé avec RMC, donc c'était logique que je me retrouve là-dessus. Je sais qu'RMC maintenant a changé un peu leur politique. Alors, ils font la part belle aux gros événements comme l'UFC, comme le Bellator. Ils ont quand même signé l'UFC, Bellator et PFL, qui sont les 3 plus grosses organisations au monde, avec le One, voilà, non plus que le One. Et donc ils sont sur un créneau de grosses organisations, mais à côté de ça, je suis content que l'Hexagone ait réussi à les séduire pour qu'ils aillent mettre leur grain de dedans. Comme ça, ça nous permet d'avoir du MMA français à l'antenne, avec des combattants français. Et peut-être, qui sait, de voir évoluer des combattants avec le temps. Alors, je sais que l'Hexagone, ils prennent beaucoup de stars existantes. On l'a vu, leur credo, c'est ils ont une star française de MMA. Tu vois. Non, mais c'est vrai qu'ils ont mis l'accent. Ils ont mis l'accent, et oui, effectivement, quand même, avoir des têtes d'affiche. Ils ont des têtes d'affiche. Voilà. C'est ce que je revenais aussi, c'est que pour l'instant, c'est tout nouveau. On n'a pas encore. On a des anciens athlètes. Voilà. Qui ne sont pas forcément très connus d'ailleurs. Qui ont brillé ou qui brillent encore, mais bon, voilà, ou qu'on a eu peut-être un peu moins ces derniers temps. On va prendre Karl Amoussou, Grégory Baben, etc. Voilà. Donc, on sait que c'est des gars qui sont super forts, qui, voilà, ils ont un passif, etc. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, donc quelque part, c'est intéressant parce que stratégiquement, ça attire deux publics. Ça va attirer un public d'anciens. Parce qu'on connaît la valeur de Grégory, on connaît la valeur de Karl, on sait qui ils sont, comment ils combattent et comment ils sont spectaculaires. Et puis ça va attirer aussi quand même une plus jeune génération qui peut-être les connaissait mais pas vraiment, et de se dire bah voilà, c'est bien, c'est des gars, ils sont forts, ils sont machin, etc. Donc ça va être intéressant. C'est vrai que ça peut être intéressant dans la façon que tu peux aussi présenter les choses. Non, mais ça leur permet, eux, de mettre en avant l'organisation. Exactement. Et surtout de ressortir donc, les combattants français, les stars françaises du MMA, en attendant qu'on ait de nouvelles stars. Parce qu'il y a plein de nouvelles stars qui arrivent. Je pense que j'ai vu aussi récemment Lopez, par rapport à l'Ares, qui va être aussi un gros événement. Ares qui se joue aussi. Pas forcément comme l'a enfermé Loïc dans un truc de club, parce que il y a effectivement des combattants du MMA Factory derrière, mais il y a des combattants issus de tous horizons, il y a des combattants internationaux, donc ils essaient aussi de faire un gros truc. Alors, donc j'attends de voir aussi, le prochain c'est Marcel Cerdan à Paris, donc le 10 décembre. Le 11 décembre exactement. Donc c'est un gros événement sur lequel je serai présent. A priori je devrais commenter, j'imagine. Tu vas pas combattre? C'est quoi, j'ai pas pris ma licence encore auprès de la Fédé. Prends-la vite, il faut. Avec l'application. Il y a un problème avec les Elite 1 et Elite 2 pour lui. T'as pas ton grade vert? Non, mais on a parlé avec Loïc, j'aurais peut-être un grade honorifique qui me permettra. Ouais, mais bon, après, ça va être un souci au niveau des combats Elite 1, Elite 2 aussi. On n'en est pas encore. Je vais faire mon premier combat en VR, ce sera bien. Apparemment, il avait une expérience, c'était au judo ou au karaté? Qui ça? Toi. Oui, alors, c'est une anecdote que j'ai racontée 2-3 fois. Sur RMC notamment. Ouais, je l'ai raconté. Bon, on m'a mis un peu dos au mur. C'est pas une anecdote que j'aime raconter, mais effectivement, j'ai fait de la compétition de judo quand j'étais petit. J'ai commencé le judo à 6 ans, comme la plupart des jeunes petits français, parce que tout le monde fait du judo quand on est petit. Et j'ai fait une compétition régionale. Je suis parti en province, c'est pas en province, mais en banlieue, mais loin. Je me souviens que c'était loin. Je suis arrivé à la compétition. Et à cet âge-là, il n'y a pas de distinction entre les garçons et les filles, parce que c'est des catégories de poids, voilà. Donc on m'a mis contre une fille, premier tour, et moi j'avais pas très bien capté les règles du judo. Je pensais qu'on pouvait tourner au sol, machin. En fait non, la fille elle m'a amené au sol, donc je me suis laissé tomber. Je devrais peut-être pas dire ça. Non, tu t'es fait projeter, ouais. Moi je me suis fait jeter au sol. Et c'était Clarisse Nganou. Peut-être. Ça on ne sait pas. En tout cas, j'ai essayé de travailler au sol. L'arbitre dit non, c'est bon, c'est fini, tu peux te relever, tu peux rentrer chez toi. Et c'était fini et je suis rentré chez moi et ça m'a démoralisé, ce qui fait que j'ai pas fait de compétition. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester là-dessus. C'est notre invité, on va la recevoir. On l'a retrouvée et elle est là ce soir. Mais il faut savoir qu'à l'époque où j'ai commencé à suivre le MMA, j'étais fan, où je voyais d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans le MMA depuis plus longtemps que moi, mais Loïc, lui, il y était, parce que je me rappelle, j'avais un magazine, on voyait une photo de lui, il était ridicule d'ailleurs. Cette ceinture, avec des bandes en tissu. Ah, ouais. En tout cas, il avait un cocard. Tu te rappelles que tu avais un cocard sur cette photo? Ouais, sur Facebook. J'ai déjà commencé le pancras avec Bass Rutten. Je suis Bass Rutten. Et donc, je m'entraînais comme la plupart de ceux qui n'avaient pas de club à l'époque. Genre, habité à Mantes-la-Jolie, je ne pouvais même pas aller dans ton club. Parce que ça n'existait pas. Donc, je tournais avec mes potes. C'est comment ça marche. On regarde les vidéos. Ah, il fait comme ça. J'avais une vidéo. Je me rappelle, j'avais une vidéo instructionnelle
Oleg Taktarov. Ah oui. Donc j'apprenais à faire des clés de jambes comme Oleg Taktarov sur la vidéo. J'avais une vidéo de Pelé et Rudimar qui montrait des coups de coude, mais j'ai essayé de faire les techniques, ça marchait pas en fait. Il prenait appui sur les jambes, il montait, il faisait des... J'ai essayé des trucs comme ça, puis sinon je regardais l'UFC, je regardais Roy Gracie. Moi j'essayais de comprendre comme ça. Donc je tournais avec mes copains, on a essayé de comprendre comment ça marchait et tout ça. Et puis finalement, quand il y a eu la boutique Senshi Store, donc là j'étais vraiment à fond dans le... J'étais fan en fait, j'étais un peu comme toi, Sandrine. Voilà, mais à une autre époque, il n'y avait pas d'internet. Je me souviens la première fois que je suis tombé sur... En 95, j'étais chez un pote à moi qui avait internet. Le premier truc que j'ai regardé, c'est UFC. Et c'était UFC 7 ou 6, je crois, à l'époque. Il y avait une fight card, il y avait des noms de mecs que je connaissais personne, j'ai tout noté sur un papier. Et je suis revenu une fois d'après, c'était l'UFC 17. Bon, voilà. Et là, j'ai téléchargé et imprimé toutes les feuilles que j'ai trouvées. Et j'avais plein d'infos à l'époque que j'avais gardées chez moi. Bon, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était pas la même époque, bref. Bon, j'étais fan, je m'entraînais. J'étais parti m'entraîner chez Gilles Arsène, parce que c'était l'un des premiers à ouvrir un club à l'époque. Il est parti dans le sud d'ailleurs, Gilles Arsène. Qui est parti dans le sud, à Carcassonne. On salue d'ailleurs Gilles, bien évidemment. Donc je m'étais entraîné chez Gilles Arsène, je me suis entraîné après. Après, c'était plus tard chez Jean-Marie. J'étais au Kaijin, au Kaijin Club. Mais avant chez Jean-Marie, j'étais au Kaijin Club une fois. Puis on avait notre club aussi à Fight Sport, je me souviens, une salle en fait dans les locaux. C'était le rêve. Donc on pouvait tourner. Quand Jukao est venu en France, j'ai eu l'occasion de m'entraîner. J'avais des cours particuliers avec Jukao. Donc ça, c'était sympa. Donc j'ai jamais rien pu lui faire, hein. C'est pareil. C'était un de ses stages justement. T'as pas fait une clé de doigt, non? Et Flavio, et je tiens à mentionner aussi Flavio Peroba, que vous connaissez pas, que j'ai connu quand il arrivait en France. Flavio, si tu nous écoutes, je sais pas où t'es, mais... Dans le sud, encore, et au soleil, il y a aussi... Ils sont tous au soleil. Ils ont raison, Flavio, j'ai beaucoup tourné avec Flavio, j'ai tourné chez Hatch aussi à l'époque. Donc j'ai fait quand même, je connais un peu le sport. Voilà, j'ai tourné, j'ai tâté du truc. Malheureusement, j'avais un ami à l'époque de Senshi Store que tu connais, qui s'appelait Mehdi, je sais pas si tu te souviens, qui faisait du karaté Kyokushinkai. Et c'est avec lui que je m'entraînais, parce que c'était mon ami, donc on s'entraînait régulièrement. Il était plus grand que moi, et en plus, il a eu un accident de voiture, il avait une plaque de métal dans le tibia. Et à chaque fois qu'il m'envoyait un low kick, en fait, il me cassait la jambe, ça me faisait super mal. Il avait des genoux pointus, ce qui fait que, comme il était plus grand, chaque fois que je rentrais dans la distance, il mettait un coup de genou, il me faisait mal. Mais mal. Et c'est ça qui m'a rebuté. Je me suis dit un jour, avec la chance que j'ai, un jour, je vais faire une compétition, parce qu'il y avait des compétitions quand même. Et je vais tomber sur un Mehdi, sur un mec comme ça, avec des genoux pointus, avec des tibias en métal, des trucs qui me font mal. Et donc ça m'a toujours refroidi un peu, puis avec le temps, c'est parti tout doucement, voilà. Donc je m'entraîne quand même, un petit peu. Maintenant je m'entraîne avec mes enfants, principalement, c'est plus simple. En plus, plus facile. C'est des filles en plus, donc les filles passent plus facilement, voilà. Mais bon, avec le temps, attention, que je... comme ça. mais justement, Eduardo, ce serait l'occasion d'organiser une petite rencontre pour Antoine Simon, qui puisse nous montrer ce qu'il vient de nous raconter. Mais si, on va venir le chercher, on va y aller avec lui, on va venir le chercher, puis on va y aller, comme ça il va pouvoir nous montrer. Il y avait un stage de Greg Jackson, pas très loin de Mantes-la-Ville, je crois que c'était à Mantes-la-Ville. C'était à côté. C'est ça, hein. Greg Jackson, et donc j'y suis allé pour faire une interview lui. Mais tu sais quoi, j'ai regretté d'avoir accepté. J'étais content de voir Greg Jackson. C'était tellement loin de chez moi. C'est comme si je partais en province pour un week-end, je sais pas. Non, mais on ira le chercher, puis on viendra. On viendra et comme ça, il va nous faire une petite démonstration quand même. On a envie de voir. Pour finir, j'aimerais bien qu'on puisse revenir rapidement sur votre livre, puisqu'on a quand même MMA et les légendes. Franchement... Enfin, moi, tout à l'heure, lorsque vous parliez, ça me faisait une petite émotion. Pourquoi? Parce que je vous ai beaucoup écouté, en fait. Ouais. Beaucoup, pendant très longtemps. Et quand je suis arrivée dans MMA Story France et que j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu tout le monde, certains de l'équipe ont des posters, on a des dossiers. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Et j'ai fait des petites recherches, j'ai découvert qu'Antoine Simon avait sorti MMA Légende. Je n'avais pas encore eu l'occasion de le commander. Là, il est devant mes yeux. Et je trouve que c'est quelque chose de bien pour tous ceux qui veulent découvrir le MMA aussi et qui ont besoin d'avoir des grands noms. Je vous laisse expliquer pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre. Alors c'est très simple, j'ai travaillé avant de me lancer dans les commentaires à la télé. En fait, je travaillais dans la presse écrite. Je travaillais pour un magazine qui s'appelle Fight Sport, que les gens connaissent bien. Loïc connaît très bien, bien évidemment, parce qu'il était plein de fois dedans. Il y a des sujets sur lui, des interviews innombrables. Donc Fight Sport, c'était peut-être le premier avec... il y avait deux magazines à l'époque. Il y avait Combat Bushido, et Fight Sport, qui étaient vraiment les deux magazines spécialisés dans le MMA. Fight Sport, c'était vraiment le leader, quoi. Voilà, donc j'ai eu la chance de commencer
parce que j'ai commencé moi à travailler dans le monde du MMA par la boutique Senshi Store, qui était la première boutique de MMA en France au début des années 2000. Par ce biais-là, je suis arrivé sur les DVD du Pride, puisque mon patron à l'époque, Gregorio, donc on a mentionné tout à l'heure, a négocié les droits du Pride pour la France. Donc on a fait les DVD du Pride. J'écrivais les petits fascicules, je sais pas si tu te souviens, qu'il y avait des petits fascicules qui présentaient les combattants, des fiches et tout. Bon, c'est moi qui écrivais ces trucs-là à l'époque. Après, il y a eu le magazine Fight Sport, donc j'ai travaillé pendant des années au magazine Fight Sport. J'ai écrit nombre d'articles, et donc quand j'ai quitté Fight Sport, il y avait un éditeur avec qui on avait travaillé à l'époque et qui vendait nos DVD notamment, qui voulait absolument travailler avec moi, qui voulait que je lui fasse un bouquin. Donc il m'a dit, vas-y, fais-moi un bouquin sur le MMA. Ben, c'est tout ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a pas donné des consignes ou quoi que ce soit. Il m'a dit, tu le fais, tu te débrouilles et tu me ramènes un truc. Donc j'ai contacté un photographe japonais que je connaissais qui s'appelait Susumu Nagao, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le passé. Un mec qui était là dès le premier UFC en fait. Lui, je sais pas comment il m'a expliqué en plus comment il est arrivé là-bas. C'est incroyable. Hein. Il y a son éditeur qui lui dit, il y a un événement de combat aux États-Unis, on va envoyer quelqu'un, tu veux y aller? L'autre, il sait même pas ce que c'était. Il dit, bon, ok, vas-y, j'y vais. Et il est arrivé là-bas, il était passionné, donc il les a tous fait. Donc il avait énormément de photos à sa disposition. C'est un japonais. J'avais déjà travaillé avec des japonais à l'époque de Fight Sport parce qu'on avait des contacts avec le magazine Gong et un autre magazine. Puis avec japonais. le Pride. Et avec le Pride. Donc surtout, je savais comment communiquer avec les japonais parce qu'ils parlent un anglais, mais c'est pas un anglais comme les anglais. Voilà, c'est un anglais japonais. Donc après, il faut le traduire cet anglais japonais en anglais français. C'est un peu compliqué, mais bon. Là, j'ai réussi à négocier avec ce japonais. Donc on lui a filé de l'argent, bien évidemment. Il nous a filé les photos. Et j'ai voulu faire un bouquin qui s'adresse vraiment à tout le monde. L'idée, c'est ça, c'est que n'importe quelle personne, je me suis dit, même ma grand-mère, elle sait pas ce que c'est le MMA, elle prend le livre et en lisant quelques pages, elle peut comprendre voilà, ce qu'est ce sport et surtout l'engouement que les gens peuvent avoir pour le sport. Donc j'explique déjà ce qu'est le sport, d'où il est venu. Je suis remonté même à moins 4000 avant Jésus-Christ, hein, quand même, avec les premières techniques de combat qu'on a retrouvées. Enfin bon, les débuts de l'écriture en moins 3000, bon bref. Donc je suis remonté loin, j'ai surtout parlé beaucoup de la famille Gracie parce que pour moi c'est très important, c'est eux qui ont fait le MMA moderne tel qu'il est aujourd'hui, l'UFC bien évidemment. Et après, donc j'explique aussi le panorama mondial, tu verras hein, quand tu fais le bouquin, il y a des cartes avec différents continents où on explique les organisations, les dates de naissance, voilà, on sait qu'en Europe par exemple, le Cage Warrior et le M1 ce sont deux organisations qui sont très anciennes, qui ont vu le jour avant les années 2000 et qui sont encore là aujourd'hui. On s'en rend pas compte mais c'est des organisations qui ont une expérience incroyable, le KOTC. King of the Cage aux États-Unis, c'est pareil, ils ont je sais pas combien d'événements. Enfin, comment est construit ce livre? Alors il y a des photos, comme vous venez de nous dire. Voilà, avec les photos de Susumu Nagao, voilà. donc photographe japonais qui officie depuis les premiers UFC et qui officie encore aujourd'hui. Hein. Il fait beaucoup de galas au Japon parce qu'il est au Japon. Vous savez qu'avec le protocole sanitaire, c'est compliqué de se déplacer. Par contre, je vois qu'il est sur tous les galas du Rising, même les galas du DIP. Il y a encore des galas du DIP hein, qui existent, une vieille organisation japonaise. Bref, il y a encore du MMA au Japon et lui, il est présent. Donc à côté de ça, donc j'explique l'histoire, comme je disais, du MMA, le panorama mondial pour voir un peu où se situe quoi. Et derrière, donc j'ai sélectionné 20 légendes du MMA, que j'estime moi être des légendes, je pense que tout le monde sera d'accord sur les noms que j'ai sélectionnés. Et surtout, 20 légendes qui selon moi font vraiment l'histoire de ce sport, les 20 premières années de l'histoire de ce sport. Donc je commence avec le plus ancien, Rickson Gracie, qui est la première vraie légende du MMA moderne, on est d'accord, hein, l'homme au... 400 victoires, on n'a jamais pu vérifier, on n'a jamais pu vérifier non plus. Mais bon, c'est comme ça qu'on construit une légende. Il a 11 combats professionnels de MMA officiels qu'il a tous remportés. J'en ai vu quelques-uns, vous avez tous regardé ceux contre Zulu au Brésil, j'imagine, années 80 et 84, des combats d'anthologie. 50 000 personnes au Brésil et les règles, c'est pas la Fédération Française de MMA. Là, il n'y a pas de combat, pas de règles. On fait ce qu'on veut, c'est sauvage. Temps, en plus. En plus, les fans, on voit, ils sont collés au ring. Hein, ils sont juste derrière, ils peuvent jeter des trucs sur les combattants, ça marche super. Bref. Donc Rickson Gracie, ainsi de suite, Royce Gracie. Donc j'ai cité plein de noms. Le combattant qui, moi, j'en profite pour faire un petit aparté sur ce nom, parce que c'est le combattant qui vraiment m'a fait aimer le MMA. Il y a eu Royce Gracie d'abord. Et derrière, il y a un mec qui m'a fait que j'ai acheté toutes les cassettes du Budo Store, on en parlait tout à l'heure, c'est Igor Vovchanchin. Combattant ukrainien, peu de gens le connaissent. C'est un mec qui a un record, je crois, le plus grand nombre de KO, victoires par KO. Il a 40 victoires par KO quand même dans sa carrière, je sais pas si vous vous rendez compte. Il a fait une série de 33 victoires consécutives. Enfin bon, c'est un bordel. Et j'avais acheté une cassette au Budo Store, à l'époque 349 francs. C'est combien d'euros? Non mais pour l'époque, c'est énorme. 349 francs. Donc 60 € à peu près quand même. Donc je suis parti à la boutique, j'ai regardé toutes les cassettes qu'il y avait, j'ai pris celle qui était pour moi la plus rentable. Il y avait un tournoi de 32 combattants. Je me dis tu peux pas faire mieux. Avec son truc en Russie là. En Russie. Et il gagne même pas Vovchanchin sur la cassette, mais il tabasse Adilson Lima, un représentant du jiu-jitsu brésilien, un élève de Renzo Cassi.
Et j'ai vu ça, et ça m'a tellement choqué que le soir même, je suis retourné acheter une autre cassette, et c'est encore avec Igor Votchankin et ainsi de suite, bref. Et après, il y a eu José Pelelandi aussi, qui a fait des combats mémorables, qui a inspiré Anderson Silva, parce que beaucoup de gens voient Anderson Silva aujourd'hui, d'ailleurs beaucoup de gens ne le connaissent même pas Anderson Silva, ils voient que les nouveaux, John Jones et tout ça, mais John Jones s'est inspiré d'Anderson Silva beaucoup, et Silva s'est lui-même inspiré beaucoup de Pelé, faut savoir. Pelé qui était le premier fer de lance de l'Académie Shootbox, avant même Vanderlei. Bref, donc j'ai un peu vite. Les combattants, donc je les ai fait apparaître dans le bouquin dans leur ordre d'apparition dans le monde du MMA par rapport à leur début. Le dernier, donc le 20e, qui est pour moi l'aboutissement de ce sport, c'est Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, pourquoi? Parce qu'on a des combattants qui arrivent au début, qui sont spécialisés dans une discipline, les Gracie notamment en Jiu-Jitsu, Dan Severn qui était le premier vrai lutteur du monde du MMA, il y a eu Mark Coleman derrière, Cro Cop qui était un pur striker, Anderson Silva qui est un striker, et Georges Saint-Pierre, lui c'est un karatéka à la base, qui avait peur de se faire amener au sol. Il avait tellement peur de se faire amener au sol qu'il a tout misé sur la défense contre les takedowns. Et arrivé un moment où il était tellement fort en défense qu'il s'est dit bah tout le monde sait que la meilleure défense c'est l'attaque, donc je vais commencer à attaquer. Et c'est devenu peut-être le meilleur lutteur en MMA de son époque, alors que c'était un striker à la base. Et à côté de ça, donc il a tout maîtrisé, hein, le jab, la distance, la préparation physique. Je sais que Frank Shamrock, je l'ai mis dedans. Parce qu'avant Frank Shamrock, il faut savoir que les combattants ne se préparaient pas physiquement. Ils étaient chargés à mort, ils étaient le plus balèze possible, le plus costaud. Mais il n'y avait pas de préparation physique. Lui est arrivé et il s'est dit voilà, je vais me préparer bien comme il faut. Je vais tenir le rythme au bout de 15 minutes, même 10 minutes. Hein, au bout de 10 minutes, à un rythme soutenu. Les mecs en face étaient morts et lui est arrivé à prendre l'ascendant. Georges Saint-Pierre lui a assimilé toutes ces choses-là, que ce soit au niveau technique, cardio, préparation mentale, à côté de ça, parce qu'en plus il l'a dit plusieurs fois, il n'aime pas combattre Georges Saint-Pierre. Le combat c'est quelque chose qui le rebute, malgré tout, mettre ses techniques à l'épreuve dans la cage et montrer que voilà ce qu'il a appris, ça lui permet d'être le plus fort, c'est incroyable. Et pour moi c'est vraiment l'aboutissement du MMA. Au bout de 20 ans, voilà, on arrive à un Georges Saint-Pierre, un mec qui est complet, qui a à peu près tout compris, et je pense encore aujourd'hui, vous me direz si je me trompe, que même si Georges Saint-Pierre combattait aujourd'hui, donc dans son état de forme de l'époque, il pourrait encore performer au plus haut niveau. Parce qu'il avait déjà à l'époque tout compris, un peu comme John Jones qui avait 10 ans d'avance sur ses adversaires, et ben lui avait aussi 10 ans d'avance sur sa compréhension du MMA, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Eh ben, on va conseiller ce livre à tous ceux qui veulent découvrir le MMA. Alors nous sommes avec notre historien, on peut vous appeler comme ça aujourd'hui, Eduardo. Si vous voulez, appelez-moi comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Qui fait d'ailleurs des vidéos MMA légendes également. Hein, exactement. Qu'on peut voir sur YouTube et Instagram, c'est ça? Principalement sur Insta, c'est là où il y a plus de vues, c'est là où on a plus de monde. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page Instagram, Team Chapa Kent. Et voilà, en IGTV, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs, il y a un sujet sur lequel vous m'avez invité à parler aujourd'hui, qui est la rivalité entre le JJB et la lutte à livrer. Extraordinaire, c'est que la première émission. Donc du coup, est-ce qu'on peut parler justement de cette rivalité Ouais, bien sûr, avec plaisir, ça tombe super bien en plus, parce que je suis moi-même depuis peu de temps ceinture noire de lutte à livrer, je ne sais pas si vous étiez au courant, par Nicolas Régnier. Et du coup, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, où j'ai vraiment fait des recherches dessus, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en France, même les gens de la lutte à livrer ne connaissaient pas des masses l'histoire de la lutte à livrer. Et forcément, quand tu parles lutte à livrer, tu parles de la rivalité avec le jiu-jitsu brésilien. Alors, si vous le voulez bien, je vais retracer un peu depuis le départ. En fait, les premières confrontations lutte à livrer et jiu-jitsu, ça a commencé au début des années 80. Et à la base, en fait, c'était une confrontation entre le jiu-jitsu brésilien et le muay thai. Et en fait, la première confrontation qu'il y a eu, à l'époque, pour les gens qui ne le savent pas, le jiu-jitsu brésilien avait pour habitude, et les Gracie notamment, d'envahir les académies des autres pour combattre le prof sur place et dire bah voilà, votre prof il est nul, on l'a défoncé, venez vous entraîner avec les meilleurs. C'est pas très actuel, mais c'était la manière de faire, et il me semble que même dans les anciens temps au Japon, c'était aussi comme ça que ça se procédait. Bon, maintenant c'est plus trop politiquement correct, mais c'est comme ça que ça se passait. Du coup, il y a eu une invasion d'une académie, l'académie de Flavio Molina, à Rio, par les gens du Jiu-Jitsu, et notamment par Rolls Gracie. Il est moins connu que les autres, mais c'était la star des Gracie à l'époque. Invasion d'académie, forcément le Jiu-Jitsu c'était vraiment dominant, ça s'est mal fini pour les gens du Muay Thai, et ça a fini avec les gens du Jiu-Jitsu qui ont été mis à la porte en se faisant jeter dessus des haltères.
Donc c'est pour vous voyez un peu le niveau d'hostilité qu'il y avait à cette époque-là. C'était pas des petites chamailleries. Suite à ça, Rolls, qui était vraiment le fer de lance de la famille Gracie, est mort d'un accident de deltaplane, donc rien à voir avec le monde du sport. Et c'est donc Robson Gracie qui a décidé plutôt que de laisser cette situation un petit peu litigieuse dans les rues, de l'amener sur le terrain sportif. Et les Gracie sont extrêmement forts pour ça. C'est-à-dire utiliser un conflit, quelque chose, et le mettre dans une manière plus mainstream, de le montrer au public et d'habiller ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait l'UFC des années plus tard. Et on a donc eu la première confrontation entre la lutte à livrer et le JJB. Vous allez me dire, mais attends, tu m'as dit que c'était la Muay Thai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Flavio Molina est un représentant de la boxe thaïlandaise à Rio. Et il a cherché des élèves pour venir avec lui, pour représenter sa discipline face au JJB. Et en fait, il n'a pas trouvé d'élève de la Muay Thai. Il a trouvé par contre quelqu'un qui s'entraîne avec lui. Le nom va sûrement te parler. Marco Ruas. Et Marco Ruas, il a dit, ouais, moi, il n'y a pas de problème, je fais le combat, moi j'ai envie d'être combattant professionnel, je prends. Par contre, je pense que si on affronte les gens du JB, il faudrait qu'on aille s'entraîner chez les Bruno Silla. Bruno Silla, c'est une des plus grosses écoles de lutte à livrer à Rio. Et donc là, ils ont mené Eugenio Tadeo et Marco Ruas plus Molina à s'entraîner chez les Bruno Silla. Et c'est là que la lutte à livrer, elle est arrivée un petit peu dans ce conflit. Et au moment maintenant d'en parler, même les athlètes qui ont participé à cette compétition-là, ils disent c'était de la lutte à livrer contre le JB. En fait, on a squeezé un peu le nom du Muay Thai, mais à la base, c'était ça. Donc, il faut bien savoir qu'à l'époque, le JJB, ça dominait tout le monde en termes de sport de combat comme ça, interstyle. Et du coup, on a eu cette équipe Molina, Marco Ruas, Eugenio Tadeo, qui est vraiment un nom, vous allez voir, qui va revenir régulièrement. Walid Ismail. Ouais. Je pense à... ça, c'est vers quelques années plus tard. Et du coup, ce qui s'est passé, on s'attendait à ce que le Muay Thai, lutte à livrer, se fasse démolir. Et pas du tout. Il y a eu le premier combat de Eugenio Tadeo contre Pitangui. Pitangui, c'était une référence du JJB. Et il est rentré en kimono pour représenter le JJB. Et en fait, ça lui a pas rendu service. Parce qu'en fait, on voit le combat, il est disponible sur YouTube. C'est pas extraordinaire, c'est le MMA de l'époque. Mais il se fait saisir son kimono et il se fait frapper non-stop pendant plusieurs rounds jusqu'à ce que l'arbitre interrompe le combat et donne la victoire à Eugenio Tadeo. Donc là, on était à 1-0 pour la lutte à livrer. Donc les gens, ils étaient choqués. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les arènes, c'était 95% de supporters du JB. Ils venaient pour voir le JB gagner face à des boxeurs, des capoeiristes, etc. Et là, du coup, premier choc. Deuxième choc, Marco Ruas rentre. Marco Ruas, c'était un inconnu. Donc il était bon boxeur, etc. Mais on ne le connaissait pas. Et ils l'ont mis devant un top athlète du JB. Et il y a eu match nul. Donc là, c'était vraiment critique. On se dit, mais attends, le JB qui gagne tout le temps, là, ils sont en train de perdre et faire match nul. Et en fait, l'honneur a été sauf pour le JB sur le dernier combat où Molina a perdu le combat. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce petit doute de se dire, attends, les JB, ils sont super forts. Mais là, quand même, il y a ce truc-là, la lutte à livrer, c'est quoi? Et d'ailleurs, c'est peut-être faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que la lutte à livrer, quelle est un petit peu la différence entre le JB et la lutte à livrer. Je ne sais pas si ça me semble pertinent. Bien sûr. En fait, le jiu-jitsu brésilien, c'est, vous connaissez tous, un art qui se passe plus au sol avec des finalisations, avec une origine asiatique. Alors que la lutte à livrer, en fait, les origines de la lutte à livrer, c'est le catch wrestling. Pour donner des exemples, le catch wrestling, en fait, c'est ce que Josh Barnett fait aux États-Unis et c'est ce que Sakuraba fait au Japon, le catch wrestling. Et l'évolution brésilienne de la lutte à livrer, on a des ceintures, etc. Et en fait, la scission catch wrestling, lutte à livrer, ça s'est donné dans les années 30, 40, où en fait, le catch wrestling, ça s'est un petit peu transformé en le catch qu'on voit des fois à la télé, les mecs en slip avec des masques, etc. Et ceux qui ont voulu continuer à vraiment faire un vrai sport de préhension, de finalisation, et ça a viré ce qu'au Brésil ils appellent luta livre sportive. C'est la lutte à livrer qu'on voit aussi par exemple aujourd'hui à la NR Fight ou chez moi à la Chapakent. Donc voilà, c'est les petites différences. Et ça m'exaspère toujours un petit peu quand les gens disent concrètement lutte à livrer c'est du grappling. Non, lutte à livrer il y a une histoire. En fait il y a une histoire, il y a une lignée, il y a des professeurs, etc. Et on ne peut pas banaliser ça en disant oui c'est comme du JB, c'est comme du... Non. Les choses ont une histoire et il faut respecter l'histoire des choses.
Si on dit que l'histoire ça compte pas, c'est concrètement ce que je dis souvent pour illustrer. Je fais de la lutte à livrer, Nicolas Régnier fait de la lutte à livrer. J'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, donc lui aussi, donc moi et lui c'est la même chose. Non, lui il a fait 6 fois la DCC, ça c'est son histoire. Donc on peut pas comparer les choses, dire ah bah c'est la même chose, c'est pas la même chose. Donc voilà, la parenthèse est refermée. Du coup on est dans une situation au Brésil, à Rio, où le JJB c'est top, mais il y a quand même le soupçon de ah la lutte à livrer, est-ce que ça peut pas concurrencer, etc. Arrive Rickson. Rickson, il se dit non, là c'est pas possible, il y a le nom de ma famille, c'est le JJB, je vais montrer à tout le monde que c'est nous les meilleurs. Pour ce faire, ils n'ont pas envahi une académie, cette fois ils sont allés à la plage, c'est très connu aussi, c'est sur YouTube, la plage du PEP, où il a rencontré Hugo Duarte, et il a dit bah écoute, on va régler ça aujourd'hui si tu veux bien, grande gifle, c'est parti en combat. Le combat s'est soldé par une victoire de Rickson, sauf que bon, forcément c'est resté en travers de la gorge de Hugo Duarte qu'il a dit ok, donc vous envahissez les académies, nous aussi on va envahir l'académie. Et c'est là qu'il a réuni toute une équipe de la lutte à livrer, ils sont allés envahir l'académie de Rickson Gracie, donc où il y avait Helio Gracie qui était là. Et Walid il en parle, Walid Ismaël que tu citais un peu avant. Il faut savoir que toutes les académies de JJB, elles n'étaient pas copines les unes avec les autres. Mais par contre, quand ils ont entendu qu'il y avait les gens de la lutte à livrer qui venaient envahir, après chacun donne son truc. Mais ce qui se dit, c'est qu'il y avait 300 personnes à peu près qui sont venues envahir l'académie. Du coup, tu as toutes les autres académies, donc Walid Ismaël, qui sont réunies du mieux qu'ils ont pu pour essayer d'aller, pour calmer un peu les ardeurs, etc. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'Hugo Duarte, il dit, voilà, je suis venu avec 300 personnes, personne ne va rien faire, mais toi et moi, on va régler le problème aujourd'hui en 1 contre 1. Et tout le monde salue ça, le fait que justement, il y avait 300 personnes, mais qu'il n'y a eu aucun débordement. Ils se sont affrontés. Hugo Duarte a encore perdu contre Rickson Gracie. Et dans l'ambiance générale, il y a Eugenio Tadeo, encore lui, qui s'est mis d'accord pour affronter Royler Gracie. Et là, par contre, Royler a perdu. Donc on était toujours dans la situation, ah, le JJB c'est pas mal, mais quand même la luta, il y a des athlètes qui émergent, etc. Ça a traîné un petit peu comme ça, là c'était en 84, et on arrive en 91. Et en 91, en fait, il y a Walid Ismaël qui va au journal, un journal local de Rio, qui dit voilà, je m'appelle Walid Ismaël, je représente le Jiu-Jitsu, je défie n'importe qui, on prend tout le monde. Forcément, qui est-ce qui a réagi? La lutte à livrer. Et en fait, ça s'est passé un peu dans la méthode invasion aussi. Pendant un tournoi de JJB, ils sont arrivés, Marco Ruas, Hugo Duarte, Eugenio Tadeo, les fers de lance de la luta. Ils sont arrivés, ils ont dit voilà, on vient vous défier, on a vu le truc sur le journal, on est prêt à accepter le défi. À partir de là, ils ont établi un tournoi où s'affronteraient normalement 5 athlètes de la lutte à livrer contre 5 athlètes du JJB. Hugo Duarte n'a pas pu participer parce qu'il s'est blessé. Et Marco Ruas a eu un combat à Manaus, il me semble, de mémoire, en Amazonie, qui payait plus. Et il s'est dit, bon non, moi je vais aller faire ça parce que là, leur truc, ça ne va pas payer, etc. Donc on s'est retrouvé avec 3 combats. Du coup, il y avait Eugenio Tadeo qui affrontait Walid Ismaël lors du premier combat. Ce combat-là est dispo sur YouTube aussi. Par contre, je préviens, c'est du MMA à l'ancienne. Hein. Et ça s'est soldé par une victoire un peu litigieuse de Walid. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, ils s'échangent des coups. Eugenio tombe à l'extérieur du ring. Et là, vous le verrez, vous ferez votre propre opinion. C'est pas parce que je suis de la lutte à livrer que je dis ça. Mais il y a quand même beaucoup de monde autour du ring et il est empêché de retourner sur le ring. Donc, première victoire, Walid Ismaël. Donc, ça fait 1-0 pour le JJB. Suit le combat de Mendes qui affronte Murilo Bustamente. Murilo Bustamente, pour les plus jeunes qui ne nous suivent pas, c'est quelqu'un qui plus tard a été champion de l'UFC, qui est parti au Pride, c'est une légende du sport. Et là par contre, il n'y a pas photo. Murilo Bustamente a battu Mendes, même chose, il l'envoie en dehors du ring, par contre là clairement il ne veut pas revenir, donc ça fait 2-0 pour le JJB. Et le dernier combat, même chose, victoire du JB face à la lutte à livrer, ce qui nous fait un score de 3-0. Et il faut savoir que ce tournoi-là, il avait été diffusé sur TV Globo. TV Globo, c'est le TF1 au Brésil. Donc là, aux yeux de tout le monde, ils ont montré, voilà, le JJB est supérieur. Et toutes les personnes de la lutte nous disent que
Après ce tournoi-là, les académies de JJB, elles sont montées en flèche, et les académies de Luta, ça a été un petit peu déserté. Donc là, c'était en 91. Donc on est resté sur pour la partie Luta livrée, hein, j'entends, sur ce mauvais goût, cet arrière-goût un peu de... On s'est fait léser, pourquoi? Parce que le tournoi a été organisé par les gens du JJB. Que dans la salle, il y avait 95% de gens du JJB. Les règles étaient faites par les gens du JJB, vous me comprenez. Et du coup, ils se sont dit, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, ils nous ont invités, c'est ce que le professeur Letao disait, c'était un ancien de la Luta livrée, il dit, ouais, si je t'invite à ma table, tu vas manger ce que je te sers. Et du coup, c'est qu'il dit, là, vous êtes en train d'aller à leur table et vous plaignez pas de manger ce qu'ils vont vous servir. Et du coup, ils se sont sentis un peu lésés et il y a eu la dernière chance de la Luta livrée qui est arrivée en 97, où il y a le Cheick Tahnoun. Alors pour ceux qui connaissent le Cheick Tahnoun, c'est celui qui a créé l'ADCC. Donc beaucoup d'argent, pétrodollars, etc. Il arrive au Brésil, il dit voilà, moi j'adore ce sport, je suis copain avec Renzo Gracie, je veux monter un gala, on va faire un gros gala. Et pour l'époque, c'était un gala extraordinaire avec vraiment les grands noms de l'époque. Oleg Taktarov a combattu là-bas. Et le main event, c'était Eugenio Tadeo, encore une fois, le seul qui avait gagné tous ses combats quasiment contre le JB, contre Renzo Gracie. Et ce tournoi-là, c'est un tournoi ultra connu au Brésil, c'est le Pentagon Fight. Et même chose, je vous laisserai faire votre avis, parce que ce combat n'a pas vu la fin. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les ardeurs sont telles dans le public qu'il y a une invasion des gradins qui arrivent, et tu vois le public qui est collé à la grille. Je reviens un petit peu en arrière pour expliquer comment cette situation allait arriver. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'en fait, il avait un peu amer du fait qu'il y ait 95% de public dans la salle pour le JB. En fait, ce qui se passait, c'est Hugo Duarte qui raconte ça. Il dit voilà, quand nous on a organisé le Pentagone et qu'on a envoyé Eugenio, on a dit voilà, nous on veut des places. On veut pouvoir vendre des places à nos gars. Il dit ouais, ok, bah voilà, 6 places. Et du coup, il a dit non, vous n'allez pas me refaire deuxième fois le même coup. Du coup, ce qu'il a dit, 3 heures avant le début des ouvertures des portes, il arrive avec une armée de la Luta livrée, t-shirt Eugenio Tadeo et tout, ils sont rentrés en force, ils sont partis s'installer dans les gradins. Il a dit 300 personnes ont été installées. Et les gens de la sécurité sont venus, faut sortir. Bah, fais-nous sortir. Et du coup, il y avait 300 personnes qui étaient là, vraiment avec des années de frustration de s'être fait avoir, etc. Et dire non, cette fois, on va jouer à armes égales et on va être là, on va mettre la pression et vous n'allez pas nous voler les décisions, etc. Le combat se passe, Renzo commence plutôt bien, mais fatigue. Et au moment où les gens de la Luta livrée disent ah là, ça commençait à devenir difficile pour Renzo, extinction des lumières dans le gymnase, bagarre générale, la vidéo est dispo. Bah d'ailleurs, j'ai un MMA Legend qui parle de ça, on voit des chaises qui volent dans tous les sens, la police qui rentre, coup de feu en l'air, bref. Pas de décision finale, et ce tournoi-là, il a une grande importance sur le monde des arts martiaux, même au niveau du monde. C'est que déjà au Brésil, de 97 jusqu'à ce que l'UFC revienne, il y a très peu de temps, à Rio, il n'y a plus de MMA, à Rio. Ça a été interdit. Donc nous, ce qu'on voit de la France, genre ah notre sport il est banni et tout, là-bas c'était comme ça aussi. Ça a été banni de Rio, trop dangereux, c'est des sauvages, on ne peut pas leur organiser de tournoi. Et le Cheick Tahnoun qui a organisé ce tournoi-là de MMA, comme il a vu que c'était plus viable de faire du MMA, il a décidé d'avancer un projet qu'il avait aussi en tête, et ce projet c'est l'ADCC. L'ADCC, le plus grand tournoi mondial de grappling pour le coup. Donc du coup, de cette solution, de ce problème-là, a émergé plus rapidement l'ADCC, qui est le succès qu'on connaît maintenant. Voilà, je pense que j'ai été complet. Là carrément, complètement. Du coup, j'ai même pas eu besoin de poser les questions, j'avais déjà les réponses. Exceptionnel. D'ailleurs, la DCC, où on a Thomas Loubersan qui a participé au mois de septembre dernier. Il est arrivé en finale, il me semble, des qualifications, et il représente la Luta livrée, il est ceinture noire de l'Etao, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, qui accompagne pas mal de combattants aussi. Hein. Ouais, très bon pédagogue. Alors Eduardo, merci beaucoup de nous avoir fait un récap sur cette rivalité. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe encore, cette rivalité? Non, je pense que la rivalité est morte au moment où en fait les combattants ont commencé à partir à l'international. Et le JB a plus besoin d'avoir la Luta livrée comme ennemi, puisqu'on est sur des niveaux différents. Et en fait, dès que les Brésiliens sont partis à l'étranger, c'était plus interstyle, c'était plus le Brésil contre le reste du monde. Et il y a
des compétitions où la lutte à livrer et le JJB se sont retrouvés contre des étrangers, des Américains, des lutteurs, tout ça à l'étranger, et ils se sont alliés. Et maintenant, c'est complètement apaisé et c'est une guéguerre ridicule qui n'a pas lieu d'être. Par contre, un truc que je tiens à préciser en tant que combattant de lutte à livrer, un truc auquel nous on tient, c'est vraiment qu'on respecte notre discipline comme une discipline. On ne fait pas du grappling, ça peut paraître un peu bête, mais si moi je laisse dire la lutte à livrer c'est du grappling, c'est concrètement la ceinture que j'ai pris des années à gagner, elle vaut plus rien. Donc je fais de la lutte à livrer et tous ceux qui font de la lutte à livrer doivent vraiment mettre en avant la lutte à livrer et pas le grappling. Voilà, c'est tout. Alors on va réfléchir, à la prochaine fois on va parler du MMA et de la self-défense. Non, je rigole. Ça va être plus compliqué pour moi. Non, c'était une boutade. Merci beaucoup Eduardo. De rien, merci à toi. On va se quitter sur ces mots. Un grand merci à vous. Merci, un grand merci. Antoine. Merci Loïc Merci, et merci Sandrine. Eduardo pour cette première. Merci pour le soutien également Loïc, parce que on sait très bien pourquoi cette émission est là. On se retrouve dans un mois avec MMA Story France. Avec grand plaisir. Et je compte sur vous pour revenir sur un autre numéro. Mais absolument. Merci à vous. Merci à tous. encore. Merci. Au revoir.